Ça y est, vendredi 6 juillet, 14 h, le Canine Science Forum 2018, c'est terminé. Alors par contre, je pense que je vous ai assez montré l'université au cours des précédentes vidéos, donc pour faire le débrief de cette dernière journée, je vous emmène faire un petit tour dans Budapest. On a été super gâtés pour cette dernière journée au niveau des conférences. C'est-à-dire que là, on a eu tellement de sujets qui étaient super intéressants que franchement, c'était très dur pour moi de choisir lesquels j'allais vous parler aujourd'hui. On va commencer par taper un petit peu dans la fourmilière en parlant de la conférence de Viara de Castro. Elle s'est intéressée à l'effet de différentes méthodes d'éducation sur le bien-être du chien. Bon, vous savez sûrement qu'il existe une guerre entre les méthodes dites positives et les méthodes dites traditionnelles. Les méthodes positives se basent plutôt sur la récompense, les méthodes dites traditionnelles plutôt sur des punitions et sur faire vivre à des chiens des situations aversives. Donc par exemple, le roulé alpha qui consiste à plaquer le chien au sol, les colliers étrangleurs, les colliers électriques et autres joyeusetés. Le problème, c'est que sur ces thématiques, on a très peu de résultats scientifiques. On a bien sûr des théories sur d'autres espèces, on a pas mal de questionnaires remplis par des propriétaires de chiens, mais on a très peu de mesures objectives. Dans cette étude, ils se sont rapprochés de 7 structures d'éducation canine, 4 en méthode aversive, 3 en méthode positive, et ils ont pu remarquer que pendant les cours avec les méthodes aversives, on avait beaucoup plus de signaux de stress chez les chiens, beaucoup plus de signaux de peur, et des répertoires comportementaux qui montraient vraiment que le chien n'était pas à l'aise. Ils ont également fait une autre mesure en dehors des cours, pour commencer à voir si ce stress qu'on observait en cours avait un impact sur la vie des chiens en dehors. Ils ont mis en place un test pour vérifier si ces chiens étaient plutôt optimistes ou plutôt pessimistes dans la vie de tous les jours. C'est une première mesure assez bateau en fait, où on regarde la motivation de chiens à se rapprocher d'une gamelle ou d'un truc appétant, dans une situation où ils ne savent pas trop s'ils vont l'avoir ou s'ils ne vont pas l'avoir. Donc plus le chien est motivé, plus il est optimiste. Moins le chien est motivé, plus il est pessimiste. Et sur ce premier test, ils n'ont pas trouvé de différence entre les méthodes positives et les méthodes aversives. Alors c'était vraiment une toute petite étude préliminaire, ils viennent juste de commencer le projet. Il y a encore pas mal de travail à faire, notamment à l'extérieur des terrains, pour voir un petit peu en quoi les méthodes de travail impactent la vie de tous les jours des chiens, puisque ils passent pas leur vie au club normalement. Mais en tout cas, les méthodes aversives stressent davantage les chiens que les méthodes positives, en tout cas sur le terrain, et on verra pour le reste un peu plus tard. La deuxième conférence dont je vais vous parler, c'est une conférence de Portal sur une nouvelle théorie de domestication du chien. Pour l'instant, on a 2 pistes sur la théorie de domestication du chien. La première théorie, c'est qu'un jour, il y a un gars qui s'est réveillé, il s'est dit « Tiens, je vais aller piquer un louveteau et je vais l'élever ». La deuxième théorie, c'est que c'est le chien qui s'est domestiqué tout seul. En fait, à l'époque où l'humain aurait commencé à devenir sédentaire, on aurait créé une nouvelle niche écologique avec des déchets, des détritus. Et en fait, certains loups qui auraient réussi à exploiter cette nouvelle niche écologique seraient devenus nos chiens d'aujourd'hui, puisque l'humain aurait en fait domestiqué les animaux qui tournaient autour du camp. Cette théorie, elle est plutôt populaire, d'autant plus que les premières traces archéologiques qu'on a, elles remontent jusqu'à peu près 12 000 ans. Le problème, c'est que la génétique, elle date la domestication du chien jusqu'à 30 000, voire 100 000 ans selon les résultats sur lesquels on se base. L'hypothèse de Portal, c'est que le loup et l'humain, ça partageait la même niche écologique. Les mêmes proies, mêmes environnements de vie, donc des conditions de vie très proches. On a également 2 espèces sociales et c'est 2 mammifères qui sont assez proches dans le fonctionnement. Donc elle part de l'idée qu'une proximité se serait créée pendant la chasse, puisqu'on s'intéressait aux mêmes proies. Elle base son raisonnement sur les possibles effets de l'épigénétique sur le comportement. L'épigénétique, c'est l'ensemble des influences que peut avoir l'environnement ou l'expérience de vie sur l'expression des gènes d'un individu. Épi, ça veut dire autour, et génétique, génétique. Et ces effets, ils peuvent plus ou moins se transmettre à la descendance, en fait. Donc l'idée de Portal, c'est qu'en fait, l'épigénétique aurait pu agir sur l'expression de certains gènes qui codaient pour des hormones et des protéines qui sont directement liées au comportement qu'on observe chez des animaux domestiqués. Et en fait, la proximité des milieux de vie et les interactions entre les loups et les êtres humains auraient permis à ces mécanismes d'agir. Et on va finir avec la conférence plénière de Claudia Fugazza sur la méthode d'apprentissage qu'elle développe et qui s'appelle le Do As I Do. Le Do As I Do, le fais ce que je fais, c'est une méthode d'apprentissage social où le maître va montrer au chien ce qu'il faut faire, il va faire le comportement, le maître, et ensuite demander à son chien de le reproduire. La question de la conférence de Claudia, que je remercie d'ailleurs de me laisser utiliser des extraits de ses vidéos, c'était de savoir ou non si cette reproduction des comportements, c'est de l'imitation ou pas. Parce que attention, en éthologie, l'imitation, c'est pas n'importe quoi. On estime qu'il y a sûrement que les humains et peut-être certains grands singes qui seraient capables de le faire. Si on a un démonstrateur qui pousse un levier de la main droite, il faut que l'imitateur, quand il arrive, pousse le même levier avec la main droite et la même intensité que son démonstrateur. Sinon, on dira qu'il n'y a pas d'imitation. Bref, on chipote sur des détails, mais c'est ça la rigueur scientifique. La première expérience de Claudia, ça a été de déterminer si ce qu'elle observait, c'était plus qu'un simple apprentissage associatif et qu'un intérêt partagé entre le maître et son chien. C'est ce qu'on appelle, selon le cas, soit de l'émulation vers le but, soit de l'accentuation locale ou de l'accentuation vers le stimulus. Pour illustrer ça, elle a fait 2 types de démonstrations différentes avec le même objet. Soit vraiment regarder l'objet, soit taper dessus. Et les chiens devaient correctement reproduire le comportement. C'est-à-dire que si, quand on regardait, le chien touchait, ça allait pas, et si on touchait et que le chien faisait que regarder, ça marchait pas, c'était pas satisfaisant.
Et pour le coup, on a eu quasiment 100% de réussite. À ce moment, c'est encore un petit peu tôt pour parler de vraie imitation. Donc on va parler d'imitation fonctionnelle. Le chien, il a compris la finalité du comportement, il a compris l'objectif. Après, elle a dû vérifier que ce n'était pas une simple facilitation. Donc pour ça, elle a mis en place un protocole d'imitation différé. C'est-à-dire qu'elle a mis en place, après la démonstration de la part du maître, une période de pause qui pouvait durer jusqu'à 10 minutes avant de demander au chien de reproduire le comportement. Et dans cette situation, on a plus de 80% des chiens qui ont réussi au bout de 10 minutes à se rappeler le comportement qui leur a été montré seulement une fois. Et vu que les chiens arrivaient à se rappeler quelque chose après 10 minutes, elle s'est demandé combien de temps est-ce que les chiens pouvaient garder l'information en mémoire. Et pour l'instant, ils en sont à 12 heures. Petit à petit, elle pousse les limites de son protocole de plus en plus loin. Et ces découvertes amènent de nouvelles informations sur la capacité à la mémoire épisodique chez le chien, à leur capacité à avoir confiance d'eux-mêmes. Et de façon plus appliquée, ça nous donne aussi plein de pistes de réflexion sur comment communiquer avec nos chiens lors de séances d'éducation. Claudia, c'est vraiment une personne très prolifique. Elle travaille énormément et elle communique énormément via Facebook, via YouTube. Et elle donne même régulièrement des conférences en France. Et franchement, je peux que vous conseiller d'aller la voir. Finalement, je refais un petit détour par l'université pour vous donner quelques informations en vrac et quelques chiffres sur ce CSF 2018. Déjà, comme je vous ai dit dans la première vidéo, c'était très vaste au niveau des sujets. On a parlé du chien, du loup, du chacal, on a parlé des capacités cognitives, on a parlé du vieillissement, de biologie de la conservation, on a parlé de la relation entre humains et chiens, et même de relations entre robots et chiens. Il y a eu 61 conférences, dont 9 plénières, il y a eu 70 posters, il y a eu à peu près 200 visiteurs, il y avait des conférenciers qui venaient de 27 pays différents. Ça venait de tous les continents, ça venait d'Europe, ça venait d'Amérique, ça venait d'Océanie, ça venait du Japon. Et parmi les visiteurs et les conférenciers, il y a eu plusieurs Français. Et franchement, ça m'a fait super plaisir de voir autant de Français, surtout des jeunes. Parce que les dernières itérations du Canine Science Forum, franchement, on n'était même pas une dizaine, quoi. Au niveau personnel, je suis vraiment très heureux d'avoir pu mener ce petit projet à bien. Honnêtement, jusqu'au dernier moment, j'étais pas sûr que je pourrais réussir à le faire. J'espère que cette série de vidéos, elle vous aura plu aussi. Si c'est le cas et que vous voulez aider un petit peu à ce qu'elle se fasse mieux référencer, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager. En tout cas, c'est fini pour moi le CSF 2018 et je vous dis à la prochaine.